Donc, merci à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à cette discussion. On va faire une table ronde assez interactive. Donc, si vous voulez, je pense que tout le monde serait d'accord pour que ce soit interactif. Si vous avez des questions, je vais prendre des gens au micro au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vous lever si vous voulez poser des questions aux panélistes. Mais je vais commencer par demander peut-être aux gens de se présenter pour qu'on sache à qui on s'adresse avec votre nom, pour qui vous travaillez, puis ce que vous faites. Comment ça? Gregory Sheckman. I work with Great West Life Realty Advisors. I'm a property manager for industrial properties and... Je suis gestionnaire de biens immobiliers. Saint-Corbeil, je travaille pour la Ville de Montréal et je suis responsable de tous les projets technologiques en gestion immobilière. Daniel Faure, je suis professeur à l'ETS et je suis titulaire de la chaire Pomerleau sur l'intégration des pratiques et technologies en construction. Bonjour, Alain Boilard, je suis directeur du bureau de projet pour la construction de 2 nouveaux pavillons pour l'Université de Montréal. Bonjour, Ashley Saidi pour l'entreprise générale Ellis John, coordinatrice en conception virtuelle et construction. Martin Labbé, je suis gestionnaire BIM pour SNC-Lavalin. Je travaille avec Christian Proulx sur le projet de l'aéroport de Québec en ce moment. Donc, merci à tout le monde. Je pense qu'on a un bon panel aujourd'hui. Je vais commencer ça simple en demandant, en m'adressant surtout un peu à tout le monde, mais quand même aux propriétaires, aux donneurs d'ouvrage, qui nous expliquent un petit peu quel genre de donneurs d'ouvrage ils sont. On le sait, on l'a vu un peu, mais quel genre de travail ils font dans leur projet. Puis, qu'est-ce que le BIM veut dire pour eux? C'est quoi leur vision de ça? Donc, peut-être on pourrait commencer par Sébastien ou... Oui, Sébastien. Hein? Vas-y donc, t'es plus proche. Casse la glace. Pardon? Bon, nous sommes propriétaires immobiliers d'importance au Canada. On gère 1750 bâtiments, 4500 terrains. Alors, le défi pour nous est de pouvoir gérer toute l'information de tous les bâtiments en même temps, d'obtenir cette information-là de manière contextualisée pour obtenir plus de rapports de gestion de performance de nos bâtiments, d'audit, de vétusté et de manière intégrée. Alors, le BIM pour nous est une nouvelle façon d'approcher l'information de manière à avoir des meilleurs rendements puis à essayer de rattraper notre retard important dans l'entretien des immeubles qui est évalué à 1,3 milliard en ce moment. Alors, on a des grands défis devant nous. Alain? Écoutez, moi je suis avec l'Université de Montréal depuis le mois de juin. Le projet pour lequel je dirige est en marche depuis quand même plusieurs années. Il y a beaucoup de gens autour là, de la région de Montréal qui l'ont entendu parler depuis longtemps. Quand je suis arrivé en place, l'équipe de professionnels était déjà choisie et à l'université, il y a déjà un important parc immobilier. Mais ce nouveau projet-là va être réalisé à l'extérieur du campus principal, vraiment dans un site vraiment totalement... un ancien site réhabilité qui appartenait dans le passé au Canadien Pacifique. Et moi, je fais partie des gens qui croient beaucoup à cette idée-là. Okay? Je ne suis pas quelqu'un de très, très outil, là, les logiciels, tout ça, ça m'intéresse, mais je veux dire, c'est pas mon domaine. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'information qu'on peut aller chercher, puis les bénéfices qu'on peut en retirer. Et j'ai beaucoup aimé l'image de Dominique tantôt, quand on fait un petit bout de construction qui va durer 3 ans, mais le bâtiment va en durer peut-être 50, 60, 70, 80. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de data qu'on a besoin d'incorporer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la collaboration de tout le monde. Il faut changer un peu la façon de faire pour être capable de travailler ensemble, en collaboration, pour aller chercher vraiment le meilleur. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui gèrent, des property managers, des gens qui gèrent leurs infrastructures. J'aimerais ça entendre d'autres panélistes sur les autres types de donneurs d'ouvrage qu'on pourrait retrouver, parce qu'on parle toujours des donneurs d'ouvrage, puis que le 6D est important, mais peut-être, je ne sais pas, Daniel ou Gregory pourraient nous parler un peu d'autres donneurs d'ouvrage et de leurs objectifs, leurs besoins à eux. Ben, moi, disons, il y a un point que j'arrive, on était en Europe il y a quelques semaines. Une des grosses interrogations que j'avais, c'est qu'on a beaucoup vendu le BIM comme une solution principalement pour la gestion immobilière. L'étude NIST 2004 disait que
Les coûts de manque d'interopérabilité aux États-Unis coûtaient 16 milliards par année. Donc là-dedans, il y avait presque le 2 tiers qui venait de la gestion immobilière. Puis, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est probablement le volet qui est encore le moins développé. Même, j'ai été surpris, les pays scandinaves sont supposés être en avance. C'était pas, je me rends compte qu'ils ne sont pas si en avance que ça sur nous. Moi, je regarde aujourd'hui qu'est-ce que j'ai entendu. Je pense qu'au Québec, on se débrouille quand même relativement bien. Quoi qu'en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement justement pour normaliser autour des protocoles IFC, là, pour être capable de pouvoir, parce qu'un des gros défis de la gestion immobilière, c'est d'être capable de réouvrir les maquettes dans 10 ans, puis être prêt avec des protocoles propriétaires. Disons que je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences à ce niveau-là. Donc ça, on voit, c'est ça le mouvement là-bas. Il y a des pays qui sont plus agressifs, comme l'Angleterre, je pense, qui ont décidé de prendre un mouvement. Eux, maintenant, pour 2016, il faut que tous les projets soient BIM, mais aussi en même temps que toute la collecte de données pour la gestion immobilière soit faite dans l'ensemble du processus, c'est intégré. Donc, les gens doivent faire ce qu'ils appellent des data drops à chaque étape du projet, de la conception puis de la construction, justement pour nourrir l'information pour la gestion immobilière. Un autre défi qu'on a vu, c'est justement, puis ça, encore là, je ne sais pas s'il y en a qui ont des solutions ici, il y a la maquette pour être capable de faire des interventions subséquentes au niveau des projets, puis aussi la gestion de l'ensemble du répertoire des maquettes, parce que quand, par exemple, la Ville de Montréal, vous avez 1500 projets, vous n'aurez pas 1500 maquettes Revit, c'est ingérable. Comment qu'on va gérer ça? Puis, il y a le volet Facility Management, où que vous avez besoin plus de données que de géométrie. Donc, comment qu'on gère ça? On se retrouve avec deux systèmes au niveau de la gestion qui sont un petit peu parallèles. Puis, encore là, je n'ai pas encore vu de solution qui était convaincante. On voit que c'est les gens de projet qui continuent au niveau de la gestion du répertoire de maquettes, mais l'intégration avec le Facility Management n'est pas encore tout à fait là. On voit encore ces deux solitudes à l'intérieur chez les clients. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que malgré qu'il y a des solutions potentielles, c'est certain que si on en parle, puis c'est pas clair pour nous, je pense que c'est pas clair pour bien du monde aussi. Donc, je pense qu'il faudrait que le marché donne de la place à ces solutions-là, s'il y en a, qui viennent donc, ils les mettent sur la table le plus possible, là. Je pense qu'on a de l'évolution à faire là-dedans. Est-ce que tu avais quelque chose à dire à ce sujet-là, Gregory? Yeah, I've been working with Great West Life for... Je travaille avec Great West Life depuis 8 mois. Je suis en charge des propriétés industrielles. L'application du BIM est limitée, mais on s'en sert pour entreposer tous nos plans structurels, architecturels. Alors, c'est en ligne, on les donne à nos locataires et nos clients. C'est une façon efficace d'avoir accès à nos plans. Ça a été donc, c'est un outil de collaboration. Ça. Comme client qui peut-être non expert ou non initié autant que certains experts, est-ce qu'on peut avoir confiance aussi que l'IFC va durer dans le temps? Moi, je regarde présentement, si on regarde en Europe, en Norvège, c'est vraiment les leaders, là, le Smart Alliance. Ils sont en train de développer au niveau de l'union économique. Ça va devenir le standard pour l'ensemble des projets en Europe. Donc, j'imagine quand même l'Europe, ça a un poids relativement important. D'après moi, l'IFC est ici pour rester. Donc, il y a encore certaines problématiques. Je sais que tu en parlais tout à l'heure, Dominique, là, c'est des comités, c'est des bénévoles, etc. C'est pas encore aussi robuste qu'on voudrait. Mais avec l'engagement de l'Union européenne, je pense que l'effort va être là, pour que ça devienne vraiment des protocoles qui sont solides. Est-ce que les Américains emboîtent le pas? Le National Building, en tout cas, le Building Smart est intégré au... comment ça s'appelle, là? Il y a tellement d'organisations aux États-Unis, je me souviens Smart plus. Là. Alliance? Non, c'est... Hein? Oui, c'est ça, le National Institute of Building Sciences, c'est celle-là, oui. Donc, c'est quand même assez important. Ici, Smart Alliance est associé avec IBC, puis ils sont quand même assez actifs. Ils ont défini une feuille de route qui devrait présenter bientôt l'ensemble de l'industrie par rapport à l'implantation du BIM chez les donneurs d'ouvrage à travers le Canada. Donc, je pense que c'est un mouvement qui est quand même qui est là pour rester.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses solides en place qu'il faut, je pense qu'il faut que la communauté locale se les approprie. Je pense que ça améliore peut-être sa vision, sa compréhension de ces outils-là, potentiellement. Oui, un des problèmes qu'il y a présentement, malheureusement, Smart Alliance puis la IBC sont presque invisibles au Québec. On va essayer de changer un petit peu la situation parce que je pense aussi qu'il y a... C'est important au Canada que les différentes organisations, il y a CanBIM qui est très actif, IBC, etc., qu'on commence à voir un petit peu plus ce qu'ils font, puis aussi qu'au niveau des stratégies au Québec, on s'aligne avec les stratégies canadiennes pour réduire les efforts dans le futur. Question pour tout le monde. Est-ce que, en tant que donneur d'ouvrage ou en tant que professionnel qui travaille avec des donneurs d'ouvrage, est-ce que vous pensez que vos clients ou vous, en tant que donneur d'ouvrage, vous avez une vision claire de c'est quoi, de où vous voulez vous en aller, une vision claire du BIM et c'est quoi vos objectifs? Bien, je peux parler pour notre organisation, la Ville de Montréal. Écoutez, on est en développement. Ça semble être on semble partir par la fin, mais on essaie de comprendre ce qu'on a besoin en premier pour devenir clair dans notre façon d'approcher les projets. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens à convaincre encore. Plus on monte dans les organisations, moins c'est facile à expliquer. Quand on est dans le terrain, puis on comprend, on travaille avec des architectes, des ingénieurs, c'est facile d'expliquer la terminologie. Mais plus on monte, plus il faut arriver avec des chiffres. Puis arriver avec des chiffres, bien, il faut les avoir précisément, puis il faut avoir notre vision qui soit assez claire. Alors, on est dans ce processus-là pour notre part. Oui, puis peut-être avoir des chiffres, c'est facile à dire, mais en avoir concrètement, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience encore, il n'y a pas beaucoup de data de ramasser, c'est pas facile à démontrer. Justement, pendant notre voyage en Europe, Daniel et moi, quand on a rencontré les Norvégiens, puis sortes des gens, je vous les ai dit tantôt, moi, je suis pas très, très outil, là, puis je me rends compte que, un peu comme Christian a mentionné, quand il vient le temps de vendre ou de proposer ou de parler de l'idée, parce que dans mon ancienne vie, avant d'être à l'université, j'étais à l'aéroport d'Orval, et il fallait présenter les projets, puis on monte ça à la direction, les gens ne comprennent pas, puis c'est un peu comme si moi, on me donne une partition de musique, là, je vois bien qu'il y a des portées puis des notes, mais je veux dire, j'entends rien, là, ça sonne pas. Fait, c'est la même chose, on présente des projets, on dit, voici ton local, voici ton laboratoire dans le cas de l'université, on va placer ton résonance magnétique ici. Mais les gens, c'est des chercheurs, ils parlent, c'est des atomes, tu sais. Un bâtiment, il ne voit pas, c'est une vue en plan, c'est pas clair. Fait que donc, il faut éduquer un peu, comme donneur d'ouvrage, puis comme des gens qui sommes un peu passionnés, puis dans ça, bien, il faut éduquer nos directions respectives, là, nos patrons, pour leur faire comprendre les bénéfices de ça. Maintenant, comment on le fait pour leur démontrer en chiffres, aux comptables, tout ça, c'est pas tout à fait facile encore. Mais on va y venir. Ashley et Martin, vous, avec vos clients, est-ce que vous constatez que la proportion de ceux qui savent vers où s'en vont, qui ont une vision claire ou la vision est encore floue, la proportion est plus élevée? Bien, je pense que c'est ça le gros défi, en fait. C'est toutes les success stories qu'on voit de BIM, pardon, ça part d'un client très éduqué, mais je pense que c'est difficile pour les clients de s'éduquer, spécialement au Québec où le BIM commence à s'implanter. Tout le monde fait des bouts de BIM. Les gens font du BIM en design, les gens font du BIM en construction. Certains le font conjointement, mais tout le monde, c'est de rattacher les différents morceaux ensemble. Puis en tant que professionnel, on ne peut pas établir les besoins d'exploitation d'un client. Ils sont différents d'un client à l'autre. Ça dépend de son logiciel d'exploitation, ça dépend de la manière dont il travaille. Donc, c'est au client de regrouper tous les gens qui ont rapport dans son travail d'exploitation de bâtiment, ses équipes de maintenance, ses équipes d'opération, de déterminer ses besoins pour qu'après, nous, on puisse fournir les données nécessaires parce que, on le sait, on l'a vu dans certaines présentations aujourd'hui, des modèles BIM, c'est rempli de données. Okay? Nous, en tant qu'équipe de design, on popule nos modèles avec de l'information sur le design qui n'est pas nécessairement utile au client ou à l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, va populer ses modèles avec l'information pour la construction, mais pour ce qui est de l'information qui va être nécessaire pour le client à la fin, c'est difficile de l'établir en tant que professionnel, en fait. Mais en fait, pour nous, en tant qu'entrepreneur général, ce qui est important pour nous, c'est d'écouter, d'être à l'écoute du client,
de savoir c'est quoi qu'il a besoin présentement et dans le futur au niveau de son projet ou quoi que ce soit, tout dépendamment aussi de la magnitude l'ampleur du projet. Donc, premièrement, on essaie de savoir c'est quoi qu'ils ont besoin et si on est capable si on a les services pour ensuite fournir ça. Puis, dans le fond, c'est ça exactement. Donc, être à l'écoute du client, savoir c'est quoi qu'ils ont besoin, puis aussi d'offrir nos services et leur dire qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vous et qu'est-ce que BIM peut vous aider en long terme. Donc, c'est sûr que, évidemment, comme je dis, comme entrepreneur général, on a beaucoup d'avantages dans BIM, c'est-à-dire que pendant la construction, BIM, c'est un outil très pratique au niveau de la mécanique et l'électrique. Ça engendre beaucoup de profits et sauver du temps énormément. Mais il faut aussi avoir le client qui connaît ça, qui est conscient de c'est quoi du développement et comment qu'on utilise BIM et savoir ils aimeraient l'avoir pour autre chose et s'ils le veulent, comment qu'on fait la transition. C'est-à-dire que, bon, si nous, on veut faire pour la construction et plus tard, ils aimeraient ça avoir ce modèle-là pour facility management, donc exploitation et tout, mais faire la bonne transition aussi. Donc, tout d'abord, c'est écouter c'est quoi que le besoin du client, offrir c'est quoi nos services et s'ils aimeraient ça, s'ils veulent aussi avoir, bien mettre l'argent, s'ils veulent mettre le budget pour ensuite. Puis après, nous, on offre les services, puis et c'est avec ce qu'on est capable de rapporter, c'est-à-dire sauver le temps et épargner des coûts. C'est comme ça qu'on est capable de satisfaire le client. Mais est-ce que comme organisation, que vous donnez des services aux clients pour vous deux, est-ce que vous attendez que le client vous le demande avant de démarrer des changements dans vos processus d'affaires? Est-ce que vous gardez toujours, je le fais par exception quand on me le demande, ou vous avez mis en place des changements dans vos processus? Ça dépend de quelle partie on parle, parce que si on parle de la coordination pour la construction, ça, c'est sûr que tout le monde gagne là-dedans. Le client, l'entrepreneur en construction, les ingénieurs, les architectes, tout le monde gagne là-dedans. Mais si on parle de l'opération du bâtiment, mais dans le fond, c'est vraiment... c'est la personne qui possède le bâtiment qui va l'opérer. Puis non, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais tout le monde, dans le fond, c'est réussir à ramener les objectifs de tout le monde ensemble. Tout le monde a des objectifs différents. Il faut tous s'aligner vers un but commun puis décider d'y aller ensemble, en fait. Je pense que c'est ça le secret. Ça revient peut-être à ce que je voulais dire tantôt. Il faut vraiment changer la façon de faire pour faire comprendre à tout le monde qu'en travaillant, en collaborant, il faut vraiment collaborer. Puis quand j'ai commencé à travailler, je ne sais pas, 27 ans maintenant, là, le patron, je travaillais pour Shell, puis il a dit « Ah ben là, dorénavant, on ne travaille plus en silo. » Là, on est rendu 30 ans plus tard, puis c'est encore des silos. La comptabilité, c'est une affaire, puis l'opération, c'est une gang, la construction, c'est un autre groupe. C'est pas comme le juridique, c'est une chose. Je prends l'exemple, lors du voyage, j'ai rencontré le BIM manager de l'agrandissement de l'aéroport d'Oslo, un aéroport avec 24 millions de passagers, tout ça. Et il me disait qu'il a fallu qu'il parle avec les avocats et vraiment pour assurer qu'il allait modifier les contrats. Puis maintenant, dans le cas de l'aéroport d'Oslo, il paye les quantités en fonction du modèle Revit. Il ne paye pas les quantités en fonction du nombre de mètres cubes de béton livrés avec les billes des bétonnières. Là. Ils disent aujourd'hui, on est monté jusqu'à tel niveau. Sur le modèle, ça représente 100 mètres cubes, mais ils payent 100 mètres cubes. Puis là, dans le contrat, il fallait mettre ça. Naturellement, ça prend une façon de penser différente. Il faut que les entrepreneurs embarquent dans ça aussi. Fait que c'est vraiment, l'effort doit être mis là. Modifier la façon de penser pour que tout le monde comprenne qu'il va en retirer un bénéfice important. Super. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué au Québec depuis les 5 dernières années, disons? Parce que je me rappelle, moi, ça a commencé en 2007, je me demandais pourquoi on ne faisait pas les projets en 3D. J'arrivais de l'aéronautique un peu plus, je ne comprenais pas bien que ça se faisait en 2D. J'avais jamais vu ça. Mais en 2009, on entendait parler de Revit. Mais aujourd'hui, en 2015, il me semble qu'en 2016, il n'y avait pas des objectifs d'être beaucoup plus BIM. J'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là. Disons qu'il y a 5 ans, tu n'aurais pas eu de donneur d'ouvrage ici à la table, ou très peu. 2016, je sais que si on regarde, il y a plusieurs pays qui sont donnés des objectifs, surtout en Europe, 2016-2017. Je sais que le gouvernement de l'Alberta s'était donné comme un objectif pour 2012, mais il y a eu un petit peu de brasse camarade. Je pense que ça a été remis un petit peu plus tard. Il y a
Force Canada, je pense, la Défense nationale, qui sont donnés un objectif, là, c'est cette année ou l'année prochaine, là, qui va imposer le BIM pour tous les projets. Donc, je pense qu'il y a un mouvement. On sent que ça commence à bouger ici au Canada. Est-ce que vous trouvez que qu'on a notre maturité à évoluer dans ces 5 dernières années-là ou qu'on est encore au début comme marché, trouver de l'expertise, trouver les gens qui sont capables de le faire? Parce que comme tu l'as dit un petit peu, puis on l'entendait, je pense que c'est le gouvernement de l'Alberta tantôt, quand la personne est partie ou le dossier a stagné. Ben, moi, je dirais, présentement, je pense qu'Yvan Cole l'avait remarqué tout à l'heure, disons, ça fait des années que je parle du BIM ici au Québec. Si je regarde les dernières 5 ans, l'avancement est incroyable. Disons que les méga hôpitaux ont quand même, pour le meilleur et pour le pire, vraiment donné un choc électrique ici au Québec. Je pense, je considérais qu'on avait beaucoup de retard à un certain moment, mais je trouve qu'on a quand même il y a un mouvement qui est assez fort au Québec. J'ai l'impression qu'on est dans la bonne direction. Il s'agira de voir dans l'esprit d'austérité qu'on a aujourd'hui que cette lancée-là ne sera pas trop ralentie. Peut-être on pourrait essayer de trouver ensemble, c'est quoi les éléments que vous avez dans les projets BIM ou de type BIM que vous avez mis en place, ceux qui ont plus d'expérience là-dedans, les éléments que vous avez mis en place pour vous assurer que ça soit un succès, cette implantation-là. Peut-être des points majeurs. Je pense que les gens apprécieraient. Qui peut commencer? Il n'y a personne qui ose s'avancer. On parlait souvent, c'est sûr qu'on parlait de plans de gestion BIM et de la collaboration, je sais pas, je donne des idées. Moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup frappé, c'est les Hospital Authority en Norvège eux autres, ont dit ce qui a été le plus important comme client, c'est développer une stratégie BIM qui a été signée par la haute direction, qui a été largement publiée au niveau de l'industrie, qui a envoyé un signal clair, disait c'est par là qu'on s'en va, c'est ça qu'on veut atteindre, c'est quoi nos objectifs. Ils ont établi des protocoles, etc. Donc, c'était un message clair à l'ensemble de l'industrie que le mouvement était amorcé puis qu'il n'y aurait pas de changement à ce niveau-là. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on a besoin ici aussi, là, au niveau des grands donneurs d'ouvrages publics. Ça que, je pense, comme je disais tout à l'heure, la Défense nationale a pris quand même un mouvement assez clair. Mais c'est ça, c'est de rassurer l'industrie à savoir que les grands donneurs d'ouvrages veulent embarquer puis qu'ils vont soutenir l'industrie pour le faire. Donc, un peu comme dans ma présentation, communiquer, avoir un plan stratégique, savoir où on s'en va. Ouais. Je pense que c'est la clé pour tous ceux qui veulent supporter les donneurs d'ouvrages. Je pense même qu'un donneur d'ouvrage qui ne connaît pas le BIM peut quand même savoir qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif dans un projet. Puis, mais est-ce que vous pensez que l'industrie est capable de dire « Oui, mais regarde, pour atteindre tes objectifs, on sait comment y atteindre. Voici les outils qu'on va utiliser. » Est-ce qu'on le sent aujourd'hui quand on parle de ça dans le marché ou on parle juste du BIM pour faire, on n'a pas des solutions concrètes? Je ne sais pas c'est quoi votre feeling de ça. Moi, je sais que ce que je trouve, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir du concret pour atteindre nos objectifs. D'avoir des vrais... il faut le travailler fort en tant que donneur d'ouvrage. Mais est-ce que le marché pourrait nous supporter un peu plus là-dedans, à l'identifier? Ou ça prend des conférences comme aujourd'hui ou des gens qui font du démarchage un peu plus intensément, disons? On va laisser les gens du marché parler. Oui, peut-être, mais avant que les gens du marché parlent, j'ai été quand même, Daniel en a parlé quelques fois, là, à quelques reprises, j'ai été impressionné de voir l'espèce d'engagement de toutes les parties. Tout n'est pas parfait, là, on parle de Norvège, je veux dire, c'est pas non plus le Pérou, dans le sens où tout est encore des choses à faire, mais ce qui était très, très bien, c'était puis on nous en a laissé une copie, mais une espèce de... je ne sais pas comment dire en français, mais le Gentleman's Agreement, là, où les parties prenantes signent en partant et disent on s'engage à faire le nécessaire pour ça. Puis ils signent en bas de la feuille. Fait que c'est pas juste OK, on est autour de la table, on dit OK, je vais faire ci, je vais faire ça, puis on se retourne chacun dans notre coin, puis on le fait pas. Là. C'est pas ça. Les gens s'engagent. C'est pas un contrat formel dans le sens signé par des avocats, puis tout ça, mais il y a quand même, là, il y a comme une forme d'implication. Puis dit OK, on y va, puis on met l'effort pour arriver à un résultat commun et concret. Et ça, j'ai trouvé ça bien. L'autre chose aussi,
en tant que donneur d'ouvrage, bon, on a un projet de quand même plusieurs centaines de millions pour les 2 pavillons de sciences. À l'aéroport, vous en faites des gros. Il y a toutes sortes de gros projets ici. Mais il y a aussi beaucoup d'expertise, d'expérience, comment je dirais ça, de connaissances empiriques acquises ailleurs, là, parce qu'il y en a qui ont commencé avant nous, là. Et je pense qu'il faut s'en inspirer un peu. Ça a été vraiment un excellent voyage. J'ai parlé un peu de l'aéroport d'Oslo. J'ai arrêté aussi à Londres au retour pour parler avec des gens des Heathrow, qui eux autres aussi utilisent ça beaucoup. Puis le domaine des aéroports, justement, c'est bien. J'avais commencé à Dorval, avec justement Pomerleau et Ivanka, on avait travaillé un peu. Bon, je n'avais pas réussi à pousser aussi loin que je pensais le dossier à la direction. Fait que là, finalement, ils le font en 3D. Là, j'ai perdu contact. Je ne sais pas comment ça va aller. Je m'étais entendu pour aller faire un tour quand le bâtiment serait fermé. Ça doit être fermé là, présentement. Fait que, mais tout ça pour dire que oui, il faut vraiment s'assurer que tout le monde pousse, puis en particulier les donneurs d'ouvrage. Je pense qu'avec le mouvement de la jeunesse, il est important de les introduire au BIM. On en parle, mais pas autant qu'on pourrait le faire. J'ai parlé à plusieurs de mes amis dans l'immobilier. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont entendu parler. Alors, je me suis trouvé à leur expliquer. Et plus les gens deviennent conscients, eh bien, on est encore au début. Hein, il faut le développer, informer plus de gens pour qu'ils sachent. Il est important, selon moi, de vraiment montrer cela à la nouvelle génération, que cela existe et que c'est un outil très utile pour nous, surtout dans la gestion, dans le management. La gestion BIM, les processus BIM, est-ce que c'est quelque chose qui est fait par une équipe qui alimente une équipe de gestion de projet ou c'est des gestionnaires de projet qui intègrent des processus BIM dans leur... Est-ce que c'est deux choses indépendantes ou on aurait avantage de les réunir puis peut-être à l'université ou au cégep d'avoir des cours qui sont en gestion de projet, mais dont on parle pas juste de PMI, mais qu'on parle de gestion BIM aussi? Quand j'ai commencé, c'était déjà implanté. Alors bon, on m'a montré ça dans mon bureau, mais c'est pas une mauvaise idée d'éduquer les gens avant même qu'ils n'arrivent là, pour qu'ils aient une bonne compréhension du départ. Ça ferait aucun mal de le faire comme cela. Mais c'est encore minime comparé à ce que ça pourrait être. J'en discutais avec Jean-François tout à l'heure. C'est probablement le maillon faible présentement au Québec. Là. Les cégeps sont probablement les plus actifs. Les universités sont encore très, très en retard à ce niveau-là. On essaie de donner, je sais que chez nous à l'ETS, là, justement, on a 2-3 cours là, qu'on commence à donner au niveau de la maîtrise, mais ça prendrait beaucoup plus que ça. En gestion immobilière, je pense qu'ils n'en parlent même pas, là, les formations qu'ils donnent présentement dans ce domaine-là. Donc, au niveau de l'enseignement, c'est très en retard par rapport à l'industrie. Puis ça, donc, j'ai pas la solution. Mais dans le fond, c'est qu'il faut que faut rentrer, il faut que les gens aient la même vision de la gestion de projet, que la gestion de projet intègre déjà le BIM, en fait. Ben, il y a une problématique à ce niveau-là, souvent, d'incompréhension de la formation de gestionnaire de projet. C'est quoi du BIM? Même le rôle des BIM managers ou intégrateurs versus les gestionnaires de projet. Je pense qu'il est en train d'évoluer, mais encore là, il y a pas, ce pont-là n'est pas très, très bien fait. Ouais. Oh, oui, excusez-moi. Je voulais faire un parallèle avec le CAD qu'on avait vu dans les années 80, j'en avais parlé tantôt. Il y a eu des intégrateurs CAD, il y avait plein de compagnies qui faisaient l'intégration CAD, les bureaux d'architectes étaient encore sur la table à dessin, incapables de lâcher leur table à dessin, les clients ont exigé AutoCAD, des solutions similaires à l'époque. Il y a eu plein d'intégrateurs. Maintenant, il n'y a plus d'intégrateurs CAD parce que tout le monde l'a appris. Je pense qu'on va vivre un peu la même chose avec le BIM. Là, on a demandé aux architectes de lâcher la table à dessin. Là, on leur demande de lâcher leur AutoCAD pour travailler en collaboration. Le choc est aussi dur que c'était de lâcher la table à dessin, hein, de travailler en équipe puis de travailler sur la même maquette. Mais je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, les bureaux vont être intégrés et les firmes de professionnels vont reprendre leur rôle de coordonnateur. Je dirais que dans cette idée-là, comme donneur d'ouvrage, en tout cas, moi personnellement, mais l'université en général, je ne pense pas qu'on peut
imposer et dicter exactement ce qu'on veut, on est trop jeune dans ça. Maintenant, est-ce qu'on veut se faire imposer uniquement ce que tel ou tel professionnel est habitué de faire ou il a fait pour l'autre client? Je ne suis pas sûr non plus. Il faut se rejoindre à mi-chemin, il faut que chacun fasse un bout, puis on laisse aller un peu de nos anciennes idées, puis qu'on trouve un juste milieu, quelque chose qui va plaire à tout le monde, puis où tout le monde va se sentir en confiance. Une question ici. Oui, bonjour. Pierre Desjardins, Trimble Navigation. C'est un sujet intéressant à savoir, l'alliance du project management avec le BIM. Et je crois que M. Pomerleau faisait rapport avec, quel est le domaine spécifique qui est en charge de quoi? Moi, ce que j'ai observé, j'habite au Québec, mais je ne travaille pas au Québec, je travaille surtout en Chine. Ce que j'ai observé, c'est que si on prend des logiciels avancés du côté 3D, 4D, 5D, dépendamment quel État prend la prise en charge d'un domaine donné dans le BIM, c'est cette partie-là qui va avoir un essor dans le futur. Je vous donne un exemple. À l'Université de Toronto, au niveau de la maîtrise et du doctorat, les modèles 3D, 4D, 5D de Vico Office sont enseignés au niveau du domaine de Construction Engineering. À Tianjin, à l'Université de Tianjin en Chine, c'est enseigné dans le secteur financier et légal. Parce que c'est la gestion et non pas le BIM à ce moment-là. Alors, je crois qu'il va falloir en arriver à... Ça va décoller. La vague qu'on a vue tout à l'heure dans la dernière présentation, elle s'en vient. Et c'est un peu... Moi, je suis arpenteur géomètre au Québec et je me souviens, il y a 30 ans, on se posait la question... il y avait des gens qui disaient on a une chasse gardée dans un domaine spécifique. C'est nous qui font les estampilles pour ci et pour ça. Et les géographes ne viendront pas nous voler notre place. Le GIS est arrivé, mais qui est-ce qui en a profité? Ce n'est pas les arpenteurs géomètres. Alors, je crois que la même chose s'en vient ici avec le BIM. Au niveau de l'information, et non pas de la modélisation, au niveau de l'information, la façon dont on crée l'information, la précision de l'information, la façon dont on la transfère du pre-design jusqu'au facility management, c'est là où l'intervenant de type ingénieur, concepteur, tridimensionnel, il faut vraiment que ça se passe en 3 dimensions entre les oreilles, c'est là que va peut-être sortir un nouveau type de professionnel, en fait. Merci. Bien, tout à fait, je pense, parce qu'en ce moment, le gros défi, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas encore joindre un chargé de projet ou un gestionnaire BIM dans une seule et même personne, ou difficilement, c'est que l'exécution reste encore difficile, je pense, parce que, tu sais, moi, j'adore les présentations comme on a ici, c'est qu'on regarde ça, ça a donc l'air facile, tu sais. Mais quand on l'a vraiment fait, on sait que c'est des processus extrêmement complexes, puis que souvent, les gens qui ont l'expérience de conception, les concepteurs seniors ou les chargés de projet, n'ont pas nécessairement une expérience en modélisation ou même une aise avec le matériel informatique. Donc, ça prend quand même quelqu'un comme un gestionnaire BIM pour venir encadrer tout le processus puis s'assurer que le processus se déroule bien. Puis ça demande un changement radical des méthodes de travail parce que ça, c'est une des plus grandes erreurs qui ont été faites au début de l'implantation du BIM au Québec. Je pense que c'est que les gens ont vu Revit comme un remplaçant d'AutoCAD. Ils n'ont pas changé leur méthode de travail. Puis là, ils ont fait comme « Ah, ben c'est 4 fois plus long dessiner dans Revit. » Puis, finalement, c'est juste de comprendre le processus puis de l'intégrer. Puis je pense que c'est pour ça que au travers des prochaines années, je pense que le rôle du gestionnaire BIM va être très important encore, là. J'aimerais aussi rajouter que je suis tout à fait en accord. Puis ce qui est important, c'est le fait que dans le monde de la construction, nous avons différentes entreprises. C'est comme le sous-traitant, l'entrepreneur général, les professionnels, consultants, ensuite le client et les gens de facility management. Donc, tout le monde peut se servir de BIM pour leur propre profession. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de suivre du début à la fin, donc pour chaque partie. Donc, on va avoir comme les sous-traitants qui auront besoin de BIM pour la préfabrication. Ce qui est vraiment avantageux pour eux, c'est lorsqu'ils font la modélisation de leur système. Ce
ce qui les aide beaucoup avec ça, c'est la préfabrication ensuite, puis après la livraison au chantier, puis l'installation qui se fait très systématique. Donc, BIM est utile pour eux pour ce cas-là. L'entrepreneur général, c'est pour faciliter le tout, puis ensuite faire la coordination, la gestion, puis s'assurer que tout va bien au chantier. Puis tout ça, c'est une communication avec les sous-traitants. Puis ensuite, on a les professionnels qui, eux, utilisent BIM pour la modélisation, l'avancement du modèle 3D. Donc, et aussi ajouter les détails ou les demandes du client dans le modèle. Et tout se fait, tout est interconnecté et se communique. Et ce qui est très, très important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de suivre du début. Donc, écouter les demandes du client, s'assurer que la modélisation se fait de la bonne façon, la coordination mécanique électrique et chantier, logistique de chantier se fait bien, puis ensuite que ça descende jusqu'au sous-traitant lorsque ça vient à la préfabrication, puis ensuite l'installation. Pourquoi? Parce que c'est tout pour avoir une transition fluide et rapide et avantageux pour le client à la fin de la journée. Puis tout ça, ça se fait, il faut connaître tous les domaines. Il faut connaître vraiment, savoir du professionnel jusqu'au sous-traitant, comment ça fonctionne, puis s'assurer de gérer tout ça parce c'est quand même très, très jeune. Donc, c'est sûr qu'on va faire des petites erreurs ici et là, mais donc, c'est en apprenant et tout. Puis, s'assurer qu'à la fin de la journée, le client ou le facility management, les facility managers soient satisfaits pour qu'ensuite BIM continue à évoluer. En fait, c'est une question où j'aimerais faire un appel en reprenant mon dialogue depuis 1 an et demi avec M. Boilac. J'aimerais faire un appel à tous les donneurs d'ouvrage. Parce que c'est normal que quand on n'a pas d'expérience, on est un peu frileux. On n'a jamais touché à cette bête-là. On sait qu'elle est grosse, qu'elle est un peu comme une fiole, elle touche partout. Mais je crois que le donneur d'ouvrage doit quand même mener ce processus. Et lui, il donnait obligé de travailler de cette façon-là. Parce que d'abord, c'est dans son intérêt, puis c'est dans l'intérêt de toute l'industrie. Ça ne veut pas dire que, pas sachant comment faire, qu'il va inventer des règles puis il va les imposer. Ça ne va pas se passer comme ça, c'est normal. Et tout à l'heure, vous avez dit on va se rencontrer avec les professionnels à mi-chemin quelque part. C'est quelque part vrai, mais je pense que vous devrez être le leader. Vous devez consulter tous les professionnels et les constructeurs et mettre sur place le plan de gestion BIM ou vos besoins, vos exigences qui vont être imposées à tout le monde après dans le projet. Et il faut être plus audacieux pour qu'on avance. Et c'est des donneurs d'ouvrage comme vous qui vont faire avancer la chose, comme vous, comme la Ville de Québec aujourd'hui, parce qu'il y a 2 ans, quand on commençait, ils n'étaient pas en position de le faire, mais aujourd'hui, ils le sont. Donc, il faut vraiment collaborer avec tout le monde qu'on va mettre autour du projet, ou des gens potentiels, parce que peut-être vous ne les connaissez pas encore, les gens qui vont être dans le projet, mais mettre sur place un document qui va être suivi après. C'est toutes les universités, pas toutes là, mais tous qui ont publié des guides BIM travaillent de cette façon-là. York University à Toronto, ils sont tellement motivés, tellement inspirants. C'est un driver très, très fort pour le BIM en Ontario, par exemple. Donc, je vous lance le défi. En tant que donneur d'ouvrage, je pourrais peut-être ajouter là-dessus. C'est sûr qu'il y a différents niveaux de donneurs d'ouvrage. Je pense que dans le cas des gros donneurs d'ouvrage, des grosses universités, des hôpitaux, c'était peut-être un petit peu plus facile d'aller chercher du détail. Je pense que ce qu'il faut commencer par, c'est dire c'est établir nos priorités, ce qui est important pour nous. Et après, demander aux gens d'utiliser des moyens pour les atteindre. Que ce soit des moyens en modélisation 3D ou d'autres moyens. Je pense que nous, il faut fixer des objectifs, puis des objectifs très serrés, plus serrés, même si tout le monde dit qu'on n'a jamais assez d'argent et de temps. Comme ça, l'industrie, je pense, n'aura pas le choix de s'adapter, puis utiliser des outils performants, parce qu'en ce moment, ils se disent « What's in it for me? » Pourquoi je changerais mes méthodes? Ça me coûte de l'argent. Fait que je peux comprendre ça, mais si on demande juste aux meilleurs de se présenter sur nos projets, les meilleurs, ils vont aller chercher les meilleurs outils, selon moi.
Puis peut-être qu'en cours de chemin, au début, là, on va réussir à aller chercher de l'organisation solide pour les petits donneurs d'ouvrage d'écrire un document de l'ampleur des universités. C'est peut-être un peu plus ardu, mais au moins s'il y avait leurs objectifs bien établis, leur vision, ce serait plus facile à l'industrie d'y répondre, je pense. J'avais quelqu'un au microphone là. Il est au téléphone. I have one observation as a tourist and one question for the panel. The observation is that Mon observation, c'est Québec comme secteur, et Montréal et ville. Montréal, Toronto et la ville de Québec, vous n'êtes pas meilleur ou pas pire que d'autres endroits. Alors, ce qu'on voit à Hong Kong, c'est ce qu'on voit partout. Il y a des bons projets, il y a des mauvais projets, mais le débat est le même. C'est les clients qui doivent mener la charge. Parce que la plupart des projets sont facturés et puis transmis aux propriétaires. Est-ce que ce modèle, est-ce que c'est vraiment la façon de livrer le produit, à moins qu'on ait des projets en collaboration trompés, on n'aura pas la valeur réelle des données. Alors, qu'est-ce que le panel pense entre la construction de design et les contrats tout faits? Je crois que c'est sûr que tant qu'on n'aura pas de contrat collaboratif, on va toujours être dans une situation de compromis. C'est clair, puis je pense qu'il faut, tout le monde le dit, il faut que la législation permette à des projets BIM de se développer, parce qu'en ce moment, on va toujours être bloqué parce que les design bid build avec le plus bas soumissionnaire, ça amène beaucoup de limites à ce qui peut se passer, je pense. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. C'était pas une facile. Je crois que dans le domaine public, l'université étant une institution publique, là, financée en partie par le gouvernement, donc un peu par tout le monde ici, on paye tous des impôts. Là. Il y a des lois qui régissent tout ça, vous le savez bien, qui sont peut-être pas nécessairement propices à l'éclosion ou à favoriser tout ça. Là. Mais maintenant, je pense qu'on doit y travailler. Il y a pas, je suis un optimiste de nature, là, fondamentalement. Là. Fait que je pense qu'il faut travailler à faire comprendre les avantages qu'il y a à retirer de ça pour l'opération après, mais même pour la construction. Si on peut diminuer les coûts de directives de chantier ou n'importe quoi de cette nature-là, je veux dire, en bout de ligne, les besoins sont toujours là. Une fois que les pavillons sont construits, il y a toutes sortes d'autres projets là, dans la province de Québec. Là, ça ne disparaît pas, ces projets-là. Fait que si on peut optimiser un peu les coûts ici, puis dépenser un peu moins pour celui-là, l'argent qui restera servira à en construire d'autres projets. Et ça n'évapore pas l'argent. Là. Fait que, il y a toujours plus de projets que d'argent, fait qu'essayons de mieux les réaliser chacun, les faire à un meilleur coût en partageant mieux l'information, puis après ça, ce qui sera libéré comme sous, on en fera d'autres, on en fera plus. Si on est capable de démontrer qu'on réduit nos coûts, nos risques ou le temps, peut-être que ça va aider à faire passer des lois pour changer nos façons de faire. Mais c'est ça, on a justement une enquête qu'on est en train de faire présentement, parce qu'aux États-Unis, au niveau des hôpitaux, c'est très populaire, les formules collaboratives, là, les contrats type Integrated Project Delivery. Puis une enquête sur 127 hôpitaux qui ont été faits sous ce mode-là. Il y en a seulement 2 qui ont dépassé leur coût, puis pour moins de 5 puis sont tous 15 en bas du coût moyen de construction d'un hôpital aux États-Unis. Si on compare avec nos projets ici, je pense que c'est assez intéressant. La question que j'aurais comme donneur d'ouvrage, est-ce que la qualité est au rendez-vous quand le coût est respecté? Ils considèrent que la qualité est supérieure à un projet traditionnel. Mais c'est important, je pense, que cette donnée-là vienne avec Jean-François. Oui, je reviens un peu en arrière. Là. Je fais la file pour les questions. Je vais parler un peu plus au niveau de l'éducation. 2 points. J'aime bien quand Daniel amène des chiffres. Les chiffres, on en donne, je vous dirais, depuis
quasiment un bon 10 ans, Daniel, pour essayer de convaincre tous les gens. Moi, ce que je peux vous dire, on est à la 3e cohorte, là, en fait, qui commence bientôt là, avec le programme. L'AGC est venu donner la formation ici. On a invité des donneurs d'ordre importants au Québec à participer. Et quand on réussit à les asseoir avec des professionnels et des entrepreneurs, ce que le programme fait, c'est de les mélanger ensemble. Je vous dirais qu'ils ressortent tous convaincus de l'avantage du BIM. Mais c'est de les amener à s'asseoir avec nous pour les former dans cette direction-là. Tout à l'heure, on en parlait, devant la bête, on est un peu craintif. Mais lorsqu'on y va concrètement avec des exemples et des interactions avec les professionnels, parce que dans le programme, c'est ça son objectif, c'est de faire interagir tous ces gens-là. On ne veut pas juste asseoir des architectes ou des ingénieurs à la table, mais bien d'asseoir tous ces gens-là. Lorsqu'on les met en mode formation, c'est beaucoup plus convaincant. Donc, ça, c'est mon premier point. Hein. Quand on est tous tournés vers la maquette puis qu'on regarde comment ça se passe, on est tous tournés vers le projet. On ne se regarde pas en tant qu'individu, puis on n'essaie pas de dire qui a fait quoi et mal, mais on est tous tournés vers le projet. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais parler, je me rappelle avoir été ici au dernier événement de CanBIM et j'avais posé la question ouvertement, si les collèges ou les universités travaillent à développer des plans de formation pour l'industrie, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et je ne sais pas, Christian, si tu étais là à ce moment-là. Et tous les gens ont répondu oui, on est prêt. Donc, moi, ce que je fais actuellement, c'est un appel à vous. Donc, il y a des programmes qui sont mis en place. Maintenant, venez nous rencontrer ou pousser l'industrie à venir se former pour démystifier qu'est-ce que c'est et avoir le langage commun pour que tous les intervenants parlent le même langage, qu'on parle tous de la même chose. Parce que c'est clair, le BIM, tout le monde a un avantage, mais il faut prendre le temps de s'asseoir puis de le vivre un peu. Donc, ceci était mon appel au niveau de l'éducation. Merci. Ben, moi, je le vois vraiment en deux volets. Je le vois modélisation et gestion des données du bâtiment. Donc, déjà, la modélisation, je pense que tout le monde voit les bénéfices de ça. Puis je me demande même pourquoi aujourd'hui on dit encore, ben, si les donneurs d'ouvrage ne demandent pas de BIM, ça n'avancera pas. Juste faire de la modélisation en design entre professionnels, c'est sûr que là, il y a une courbe d'apprentissage, mais juste ça, même si les donneurs d'ouvrage ne le demandent pas, je ne vois pas pourquoi c'est pas autant recherché chez certains professionnels encore. Pour moi, c'est une incompréhension. Peut-être que c'est mon background personnel, mais je comprends qu'on dit, bon, les donneurs d'ouvrage ne le demandent pas, mais moi, avoir une firme, il me semble que je voudrais être en avant de toutes les autres. J'attendrai pas qu'on me dise quoi faire. Je serai le premier. Donc, j'aimerais ça qu'on essaye de déboulonner ce mythe-là. Ça va juste passer par les donneurs d'ouvrage. Je pense que si on veut faire de la course, ben, il faut se doter de la meilleure voiture, de la meilleure technologie. On n'attendra pas après les spectateurs. Tout à fait. Bonjour, Félix Côté, Régis Côté, associé architecte. En fait, par rapport à votre commentaire, là, j'ai tellement de choses à dire que je vais me concentrer parce que c'est sûr que les donneurs d'ouvrage, il faut qu'ils participent parce que nous, on a des donneurs d'ouvrage qui exigent encore AutoCAD 2004. On en a d'autres qui exigent 2008. On en a d'autres qui travaillent avec CATIA. On en a d'autres qui travaillent avec Tekla. On en a d'autres qui travaillent avec Revit. Fait que ça devient difficile d'avoir des équipes très opérationnelles qui fonctionnent avec tous ces logiciels-là. Puis je sais que ça n'arrivera jamais que tout le monde va utiliser le même. Mais on a formé, nous autres, des gens depuis 2006-2007. Il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler sur un projet Revit parce qu'il n'y a jamais eu de projets qui se sont présentés de cette façon-là. Ça fait qu'on est obligé d'y retourner ces bancs de formation, même s'il y a des très bonnes formations qui existent. En même temps, on a des architectes qui sortent de l'université qui n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie. Ils sortent, là, ils sont formés 2014-2015. C'est pas facile à naviguer dans ça, mais au moins... On fait juste demander AutoCAD, on ne gère pas le processus, les gens s'organisent pour le faire. C'est un peu ça mon point de vue. Si les gens disent « Moi, je veux des plans AutoCAD, mais passer de la manière que vous voulez »,
Revit ou d'autres outils ne permettent pas de finir en DWG à la fin de donner des livrables DWG? Ben, il y a des... oui, pour certains aspects, mais il y a d'autres, des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues en 2010, 2012, 2015 ou dans Revit, que quand on retransfère vers des formats CAD, ne fonctionnent pas en 2004. Ça fait qu'il y a des choses, on est obligé là, d'avoir des systèmes pratiquement archaïques, mais nous, on répond à nos clients, on est des services professionnels. Ça fait que c'est pas toujours possible, mais des fois, on travaille même avec des collègues ingénieurs. Moi, je suis ingénieur de formation, mais je travaille dans une firme d'architectes, puis des fois, on commence un projet, tout le monde est de bonne volonté, puis tout à coup, il y en a un qui se lève et dit « Non, moi, si vous voulez travailler avec ça, ça va coûter plus cher. » Fait que c'est pas toujours si facile. Mais là, je sais pas. Si je peux me permettre de commenter, je pense que, surtout au niveau MEP, là, quand un client demande un turnover package de plan CAD à un certain standard de dessin, ben, ça va refroidir beaucoup de gens parce que c'est pratiquement impossible encore aujourd'hui avec les outils qu'on a sans avoir besoin d'un retravail qui est assez demandant de produire un set de dessins DWG de qualité. On peut produire des DWG avec des layers, mais jamais que ça va être au niveau de qualité d'un DWG qui a été produit à partir d'AutoCAD. Mais là, dans le fond, des fois, c'est simplement que le client s'est pas arrêté à reconsidérer son standard pour ses turnover packages, en fait. Donc, le client demande un projet BIM, mais après ça, on regarde le TOP, puis on voit, bon, ben AutoCAD 2004 Lite, et puis des manuels d'entretien, mais là, ça demande de la sensibilisation auprès du client. C'est ça. Fait. Question? Oui. Donc, j'avais une question par rapport à la collaboration. On est tous d'accord qu'il y a beaucoup d'avantages à collaborer ensemble, mais spécialement l'effort de développement, puisqu'on se lance en fait de plus en plus dans le BIM, quand c'est implanté, disons, dans l'industrie, ça va bien, mais la transition est la période la plus sensible, disons, pour passer là. Il y a des coûts associés à ça, des risques associés à ça, et il y a quelqu'un qui doit les assumer. Donc, les donneurs d'ordre, généralement, vont donner des ouvrages, et les firmes d'architecture et d'ingénierie vont assumer ces coûts-là pour créer, par exemple, si je parle dans le cas de Revit, des familles, quand on parle d'AutoCAD, etc., des blocs. Donc, les standards doivent être développés à l'interne. Je voudrais savoir puis il y a plusieurs profils, en fait, sur le panel, juste d'avoir votre perception en tant que donneur d'ouvrage. Est-ce que vous vous attendez, par exemple, à voir le modèle livré ou donné juste comme ça à la fin du projet? Parce que certaines firmes, certains clients, en fait, d'ingénierie ou d'architecture, c'est subjectif, là, mais leur point de vue, c'est qu'il y a un coût à cette maquette. Il y a un coût à ce modèle-là. Si on veut le livrer à vous, au client, il faudrait, disons, avoir un prix ou un tag, en fait, associé à ça. Donc, comment vous voyez ceci? Est-ce que vous attendez à juste avoir un modèle livré à vous ou juste donné à la fin du projet gratuitement? Et sinon, comment procéder, en fait, dans l'industrie de façon générale? Si je peux me permettre, je vais faire référence à mon ancienne vie alors que j'étais à l'aéroport. Quand je parlais, puis là, je veux dire, quand je parlais avec les professionnels gestionnaires, on me disait toujours que ça coûtait plus cher. Il y avait un coût à travailler en 3D. Mais quand je parle avec le technicien, il me dit toujours que ce que ça lui prenait 4 jours à faire, il le fait dans une journée. Fait que qui a raison? C'est le technicien qui a raison, puis il fait vraiment tout plus rapidement, puis son supérieur, lui, a une autre vision. Je ne sais pas, où trancher. Fait que je suis ambivalent. Je ne saurais pas quoi répondre, disons. J'hésite à dire oui, ça coûte plus cher. Il y a peut-être des choses que je ne connais pas du côté des professionnels, mais en même temps, dans certains cas, il y avait des gains de productivité là, que dans différentes spécialités du génie et de l'architecture qui me laissaient croire qu'il n'y avait pas nécessairement de coûts supplémentaires. Fait que, bon, naturellement, à la fin, on discutait puis on réglait ça, là, mais ça le prenait un petit peu de quelques rencontres. Mais en fait, c'est l'investissement initial que les firmes doivent mettre pour commencer à travailler en BIM, parce que le problème, c'est qu'au départ, on n'a pas de contenu. On a les familles de base Autodesk, puis là, on part de zéro. Ça demande beaucoup d'heures de développement, mais une fois que c'est fait, bien là, on commence à observer les gains de productivité. Puis là, je pense que c'est possible de venir récupérer cet investissement-là, mais c'est sûr que ben là, les professionnels, il y en a certains peut-être qui vont vouloir refiler la facture aux clients de ce développement initial-là.
Mais une fois que le contenu de base est développé, on développe des familles spécifiques pour un projet ou du contenu spécifique pour un projet, puis ça ne demande pas un investissement important quand même, là, je pense. Je le vois, on dirait que ça sonne dans ma tête R&D, subvention, en tout cas. Je ne sais pas. Ça pourrait être un avenue. On va finir ça rapidement, peut-être avec une dernière question, parce que le temps est écoulé. Mais vas-y. Je me suis levé quand tu as parlé de nous, Claude Giguère de Pajot Morel en MEP, consultant. Le problème principal qu'on a eu, c'est les standards de dessin. Et en MEP, c'est probablement pire qu'en architecture, là, dans le sens que on a des blocs à prendre, puis il faut livrer les blocs à la fin, puis c'est impossible qu'on puisse arriver à faire un projet sur Revit ou sur un autre logiciel à modélisation 3D avec des standards de dessin comme ça. À titre d'exemple, on avait un client pour qui on avait fait 2 projets en modélisation 3D. Et il nous a émis des nouveaux standards de dessin. Là, les nouveaux projets qu'on fait pour ce client-là, on les fait sur AutoCAD. C'est malheureux, mais ça ne nous aide pas à atteindre une certaine maturité dans le BIM, parce qu'on a des freins qui arrivent un petit peu partout, là. En tout cas, je trouve qu'on a eu une belle discussion. Le temps file. On pourra. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de refaire des discussions comme ça. Moi, dans CanBIM, je vais participer au comité des donneurs d'ouvrage. Donc, si vous êtes intéressé à être membre de CanBIM puis participer à cette table-là, ça me ferait plaisir d'avoir des discussions avec vous. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé au panel aujourd'hui. Je pense que les discussions étaient super intéressantes. On va passer à la fin de la journée. Le cocktail. Hein? Le cocktail. Ben, on va avoir une petite closing remarks de Pietro avant de terminer. Donc, merci tout le monde.